bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marc-Jean Geisels. Bonjour. Bonjour. Député bourgmestre PS, député bourgmestre de Forêt. Petite question qui concerne l'automobiliste que vous êtes de temps en temps. Changer de fil intempestivement pourrait faire perdre 1 heure par an. C'est ce que signale Vias, l'ancienne IBSR, dans l'ADH ce matin. Alors, votre réaction, je vais vous proposer 3 types de réactions. A, l'autre bande avance toujours plus vite. B, cela cause des accidents inutiles, ces changements de fil. Ou C, je ne suis pas un mouton, moi je n'aime pas rouler sur une file. C'est très difficile. Ouais. Parce que c'est comme à la caisse du GB ou du Colruyt, l'autre bande arrive toujours plus... On a toujours cette impression. Ça non, j'y crois pas du tout. Non. Et Scientifiquement, en tout cas, c'est pas vrai. Je me rends compte que mon comportement n'est pas le bon. Donc si je veux être honnête, c'est celui du C, où je change de fil. Mais je pense que l'IBSR, qui a changé de nom, a tout à fait raison et que j'ai déjà fait le test sur autoroute et je me rends compte qu'on change de fil ou pas, quand on avance tous ensemble, à quelques secondes près, on est exactement dans les mêmes temps. Donc il faudrait évidemment avoir un comportement parfait, ce que je n'ai pas, en tout cas en voiture. Mais en fait, pire que ça, parce que quand vous changez de fil, vous prenez la place d'une autre voiture, etc. En fait, vous retardez les fils. Donc le fait de changer de fil, ça fait perdre du temps. Et on augmente le risque d'accident. Exactement, beaucoup plus d'accidents. Alors, autre question de civilité qui s'est passée à Forêt, c'était il y a une semaine. Le buste de Léopold II a été volé en plein parc du Den. Il était retrouvé dans les fourrés le samedi qui a suivi. Alors, il y a une association qui a revendiqué cet acte, c'est l'association citoyenne pour un espace public décolonial. Elle a revendiqué l'enlèvement du buste, et ça c'est vraiment, les termes sont bien choisis, puisqu'on a enlevé le buste pour ne pas le remettre. Est-ce que c'est une bonne manière de lutter contre l'oubli du colonialisme? Alors moi j'ai dit que c'était pour moi pas une bonne manière, parce que pour moi c'est ce buste, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le symbole qu'il représente, et je pense qu'il n'est pas, pour moi il ne représentait pas le symbole, il représentait une partie du parc du Den, qui est fréquenté par de nombreux promeneurs. Il fait partie intégrante du parc. Pour vous, il ne représente pas le colonialisme en tant que tel. Il représente, d'abord, il est là comme Léopold II, bienfaiteur des parcs, mais indépendamment de ça, je ne pense même pas à la personnalité de Léopold II, sur lequel on peut avoir un débat. Moi, je n'ai aucune difficulté avec ça. Il représente une partie du patrimoine architectural, historique bruxellois. Et donc, je trouve qu'on doit le préserver. Comme on doit préserver le palais de justice, création aussi à l'initiative de Léopold II, comme on doit préserver l'avenue de Tervuren. Donc, par contre, je comprends cette association citoyenne, comme je comprends la position d'autres associations. Il y en a une qui m'a contacté et que je rencontrerai plus tard, mais ce n'est pas celle qui... C'est pas la CED. C'est pas l'autre non plus, la mémoire... le collectif de la mémoire coloniale et des luttes contre les discriminations. Je pense qu'on pourrait... D'abord, je souhaite que ce buste revienne dans le parc, puisqu'il fait partie du décor du parc. On pourrait éventuellement mettre une plaque qui explique la colonisation et les dérapages importants ou les actes inhumains qui ont été posés. Mais je crois aussi que c'est très difficile de juger l'histoire sans le recul de 130 ans. Ça s'est passé à une autre époque où il y avait... Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais j'ai un peu réfléchi à ça. Je me dis, la vie humaine n'avait pas la valeur d'aujourd'hui. L'exemple, c'est que quand on avait un différend avec quelqu'un, on le rencontrait en duel sur un champ d'honneur. Et donc, je crois qu'il faut aussi pouvoir, quand on examine ce qui s'est passé il y a 130 ans, essayer de se reporter dans un siècle et demi en arrière. Ne pas oublier, mais ne pas confondre les époques. Et expliquer les choses, surtout pour qu'elles ne se reproduisent plus. Et je crois qu'aujourd'hui, les valeurs qui sont défendues par ces associations, nous les partageons tous, ou en tout cas en une très grande majorité, et moi certainement. Et donc je comprends tout à fait leur combat. Comme je l'ai dit, et je le répète, maintenant que le buste est retrouvé, ma proposition tient toujours, je suis disposé à les rencontrer, à travailler avec eux, à éventuellement avoir des informations ou des cours ou des conférences données dans les écoles ou ouvrir le débat public sur la question. Mais je pense qu'il ne faut pas toucher au patrimoine. Ça reste néanmoins un délit, parce que voler un buste, c'est un délit. Oui. Il sera poursuivi? Écoutez, d'abord, à ma connaissance, on n'a pas déterminé quels sont les auteurs. Ça, c'est la procédure judiciaire.
On l'a retrouvé finalement, il n'a pas été enlevé très loin puisqu'il a été jeté dans les fourrés un peu plus loin. C'est une dégradation, c'est certainement pas à faire. Si on était tombé dessus et qu'on avait l'auteur, je crois qu'on poursuivrait. Et puis il y a eu quelques réparations de dommages puisqu'on a enlevé les tags. Voilà, mais c'est pas ça l'objet principal de ma préoccupation. Alors, préoccupation aussi qui est la vôtre, et pas que la vôtre, celle de tous les Bruxellois, c'est l'avenir de notre région. Et déjà, il y a quelques semaines, Pascal Smet était venu avec One Brussels, cette idée de fusion générale. Maintenant, c'est Zakia Khattabi qui est venu avec... enlevons le bicommunautaire, enlevons les 19 communes, parce que tout ça, ça fait du chantage à Bruxelles, pour redessiner un Bruxelles à partir de zéro. Et vous, ça vous a fait monter ça dans les tours quand on a dit que les communes, en fait, prenaient Bruxelles en otage. Oui, alors moi j'ai envie de dire à la présidente ou la coprésidente d'Écolo que je ne suis pas un terroriste, donc je ne prends personne en otage. J'œuvre au quotidien dans l'intérêt de mes citoyens forestois, dans l'intérêt d'une région à laquelle je tiens particulièrement. Et je pense que tout parti confondu, avec des sensibilités différentes et des approches différentes, c'est le cas des 18 autres bourgmestres. Et donc moi, ce qui ne va pas dans cette interview, c'est comme dans l'interview de Pascal Smet, auquel j'avais réagi avec Charles Piquet, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est une publicité mensongère. On fait un grand titre accrocheur, et puis quand on va lire en tout petit les conditions exactes du marché, on se rend compte que ce n'est pas du tout la même chose. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que quelqu'un qui a une carrière de sénatrice, aujourd'hui députée fédérale, vice-présidente d'un parti important, on sort déjà une ineptie sur le plan institutionnel et légal, puisqu'elle dit on peut supprimer le bicommunautaire à Bruxelles, c'est un arrangement intra-bruxellois, ce qui est totalement faux. C'est la loi, si je ne me trompe, de 1988 qui prévoit des majorités spéciales pour la changer. C'est des dispositions éventuellement de la Constitution. Et je crois que Guy Van Engel a très bien répondu en disant Madame Khattabi, en fait, vous faites une fois de plus le lit de la position de la NVA. Et donc c'est ça qui est dangereux. Dans la sortie, c'est pas une manière de refuser toute discussion et toute utopie. Mais personne ne refuse de discussion. Tout le monde est d'accord de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et on doit les améliorer. Le problème, c'est qu'il faut expliquer aux gens pourquoi ça ne va pas, où ça coince, ce qu'on fait pour les améliorer. Mais il ne faut pas faire des grandes sorties pour qu'on parle. Donc partir d'une page blanche, c'est merveilleux, mais moi j'aimerais même remonter à plusieurs millénaires et recréer totalement le monde dans lequel on vit. Ce serait merveilleux. Mais c'est totalement irréaliste. On vit aujourd'hui avec des réalités. Il y a une réalité maintenant que, quand on est francophone, je pense qu'on l'a compris, il y a souvent les Flamands qui décident pour les francophones dans toute une série de domaines. Aujourd'hui, on voit au niveau du gouvernement fédéral, les décisions se prennent dans un bureau à Anvers et sont imposées à la majorité ou à la minorité francophone. Bruxelles a toujours été une donnée extrêmement sensible. Parce que, et ça c'est le paradoxe avec les Flamands de Flandre, parce qu'avec les Flamands de Bruxelles, on a un très bon contact, ça se passe très bien au Parlement, même si on a des sensibilités différentes, des accords et des approches sont toujours possibles, peut-être un peu plus difficile avec la NVA, mais je n'ai pas l'impression que déjà sur le décumul, vous n'êtes pas d'accord, francophone et néerlandophone, il y a quand même pas mal de dossiers. Les Flamands ne veulent pas qu'on touche à leur défense de leur nombre de députés, par exemple. Tout à fait. Ils ont un autre système de fonctionnement. Par contre, il y a la volonté de la Flandre d'utiliser Bruxelles pour l'image qu'elle représente vis-à-vis de l'international, pour tous les avantages qu'elle peut en tirer. Et en même temps, elle veut conquérir Bruxelles. Elle a essayé par séduction, ça n'a pas fonctionné. Donc elle essaie peut-être maintenant de la mettre dans un carcan et de prendre, là j'utiliserai le mot, de prendre les Bruxellois en otage pour les contraindre à obtenir ce qu'ils souhaitent. Et en alimentant le bashing de Bruxelles, en sortant comme la coprésidente d'Écolo a fait, je pense qu'on alimente une fois de plus ce sentiment que Bruxelles fonctionne mal, que tout va mal, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Alors il y a des problèmes. Il y a des problèmes en matière de mobilité, il y a des améliorations en matière d'urbanisme, en matière de propreté, mais on y travaille au quotidien et je pense qu'on y arrive aussi. Alors,
parfois, certains ont vu quand même une lutte entre anciennes et nouvelles générations, et que c'était plutôt les anciennes générations qui disaient, bon, il ne faut pas trop changer, ça a déjà été tellement compliqué à faire. Vous n'êtes pas de l'ancienne génération. Pourquoi vous défendez les plus anciens? Parce que je vis les choses au quotidien. Et que quand on vit les choses au quotidien, et ça c'est pour moi le danger, d'avoir un Parlement avec des gens qui n'ont pas la pratique de terrain, c'est que c'est facile de dire « Ah, on a une bonne idée, on va faire un texte de loi et tout va s'arranger ». Et reprenons votre exemple des fils tout à l'heure. Il y a l'IBSR qui a fait une étude sur ce qu'on appelle les centristes sur l'autoroute. Et on constate dans la file du milieu. Et l'IBSR a dit mais c'est vraiment problématique, c'est dangereux, ça provoque des énervements, etc. Il faut lutter contre ça. Et l'IBSR a dit l'amende de 55 € n'est pas suffisante, on va passer à 110. Mais moi je me suis posé la question, combien de PV par an croyez-vous qu'on verbalise ou qu'on réalise pour les centristes en Belgique? Eh bien on en fait 2000. Je crois que si on part ensemble à la mer, sur le trajet de la mer, on va rencontrer au moins une centaine de centristes. Donc on peut changer les lois autant qu'on veut. La première chose qu'il faut, c'est appliquer celle aujourd'hui. Je crois que ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'il faut donner comme moyen à Bruxelles pour faire fonctionner ce qui ne fonctionne pas. Plutôt que tout le temps changer les règles, les gens ont besoin aussi de stabilité, de savoir où ils en sont. Quand on change des choses, ça implique énormément de nouvelles formations, du nouveau travail pour les fonctionnaires, et on perd énormément de temps. Merci Marc-Jean Geisels. Demain, Stéphanie Meyer recevra Denis Grimberg. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.